connaît pas Raoul, ce mec. Si, je connais. Cet après-midi, je vous raconte l'un des plus célèbres dialoguistes qui a donné ses répliques aux plus grands noms du 7e art, ou la véritable histoire de Michel Audiard, le phénix du cinéma français. Comment a-t-il marqué l'histoire du cinéma français ? Pourquoi a-t-il été boudé par une partie du métier ? Qui sont aujourd'hui ses héritiers au cinéma ? Europe 1, 15h, 16h, historiquement vôtre. le récit, Stéphane Bern. Nous sommes le 27 février 1982 à la salle Pleyel à Paris. La grande famille du cinéma assiste à la 7e cérémonie des Césars présentée par Monsieur Cinéma Pierre Tchernia. Ce soir-là, présidé par Orson Welles, l'Académie accorde le César du meilleur film à La Guerre du Feu de Jean-Jacques Hano, qui l'emporte sur Coup de torchon de Bertrand Tavernier, Les uns et les autres de Claude Lelouch et Garde à vue de Claude Miller, avec Lino Ventura en flic tenace et Michel Serrault en notable accusé du meurtre de 2 petites filles. Garde à vue, pourtant, ne repart pas les mains vides. Michel Serrault remporte le trophée du meilleur acteur, Guy Marchand celui du second rôle, et Michel Audiard décroche le César du meilleur scénariste. C'est la première fois que les professionnels de la profession, comme disait Godard, récompensent le dialoguiste des Tontons Flingueurs, et c'est aussi la dernière. Un seul César donc, c'est à peu près tout, et ça fait maigre pour saluer le talent d'un homme adoré du public et qui a collaboré à des titres divers à 130 films. Audiard, c'était le sens de la formule par excellence, goguenard, gouailleur, parfois un peu canaille. Du Cave se rebiffe à un taxi pour Tobruk, de Mélodie en sous-sol à 100 000 $ au soleil, d'un singe en hiver aux inénarrables Tontons Flingueurs, son nom évoque celui de Jean Gabin, Claude Rich, Francis Blanche, Bernard Blier, Lino Ventura, Michel Serrault et bien d'autres monstres sacrés qui ont incarné avec un évident plaisir des aphorismes de légende. S'il y avait un César de l'affection du public, Audiard l'aurait à coup sûr obtenu plus d'une fois. Alors comment comprendre cette froideur vis-à-vis d'un homme qui a collectionné les succès populaires ? Comment expliquer que le grand François Truffaut ait un jour pu écrire que les dialogues de Michel Audiard dépassent en vulgarité ce qu'on peut écrire de plus bas dans le genre ? Il prouve un triple mépris du cinéma, des personnages et du public en général. La réponse tient sans doute au personnage qu'était Audiard justement. En tout cas, à celui qu'il s'amusait à incarner, quitte à forcer le trait parfois. À bien des égards, le dialoguiste aurait pu faire sien les mots de Maurice Pialat à Cannes en 1987 et cette formule fameuse « Vous ne m'aimez pas et je ne vous aime pas non plus ». Mais Audiard n'a jamais eu besoin de reprendre les mots des autres. Les siens coulaient tout seuls, ils étaient souvent mordants, à l'image d'un homme qui est revenu de tout et qui en est même revenu plusieurs fois. En un peu plus de 40 ans de carrière, Audiard aura survécu à tout. On parlerait aujourd'hui de résilience, disons plutôt que l'homme était un dur à cuire qui ne craignait pas grand-chose. Un trait de caractère qui s'est peut-être forgé dès l'enfance à Paris, dans le quartier de Montrouge qu'il a vu grandir, au sud de la capitale. Michel Audiard n'y est pas né avec une cuillère en or dans la bouche, c'est le moins qu'on puisse dire. Lorsqu'il voit le jour en mai 1920 aux 2 rue Brézin, aucun de ses parents n'a l'air de tenir à cette naissance. Son père a déjà joué la fille de l'air, sa mère n'en veut pas davantage et disparaît à son tour sans laisser d'adresse. C'est avec son parrain que le jeune Michel grandit comme une herbe folle dans le Paris de l'entre-deux-guerres, dans un quartier qu'on habite comme un village. On tire le diable par la queue à cette époque. Et Audiard ne s'est jamais caché d'avoir dû kidnapper quelques chats et quelques chiens pour en faire des civets de lapin, mais sans lapin. Après tout, il faut bien améliorer l'ordinaire, alors le môme vole quelques pommes à l'étalage, quelques burettes de vin rouge aussi du côté de Saint-Pierre-de-Montrouge, une église qui avait peut-être connu des enfants de cœur plus vertueux. À 15 ans, Michel Audiard n'a toujours pas vu la rive droite de Paris, mais il en a vu d'autres. Un peu Gavroche, un peu Arsouille, le futur scénariste préfère les rues et les bistrots de Paname au banc d'une école qui l'ennuie ferme, même s'il pousse jusqu'au certificat d'études avant d'obtenir un CAP de soudeur. Mais derrière le garnement, Audiard cache autre chose, un amour des mots qui le distingue déjà. Depuis qu'il sait lire, Michel dévore les poètes et les grands auteurs. Villon, Rabelais, Rimbaud, Verlaine, Molière, Baudelaire, Marcel Proust, Maurice Leblanc, Gaston Leroux, Jacques Prévert. Il y a quelques mauvais garçons comme lui dans la liste, mais tous sont des sorciers de la langue, des alchimistes du verbe. Et beaucoup sont des auteurs qui ne froncent pas le nez devant la langue qu'on parle dans la rue, dans les cafés, dans les bals, entre les échoppes et au milieu des halles. Ils jouent avec les mots, tous les mots savants, les mots rares et les mots de tous les jours.
Il y a de l'argot dans le tas, bien sûr, mais pas seulement. La langue que découvre Audiard, la langue qu'il aime, c'est bien davantage. Comme Louis-Ferdinand Céline, qu'il admire tant, comme Frédéric Dard plus tard, Audiard taille déjà sa plume sans le savoir, comme un musicien se fait l'oreille. La langue d'Audiard se cuisine là, dans cette grande marmite à laquelle il puise, attentif au rythme, au naturel et aux phrasés populaires, dans cette langue parfois canaille, souriante ou moqueuse, mais élégante et profonde à ses heures. Viennent alors les années d'occupation, des années délicates et complexes. Audiard a 20 ans, il est fauché comme les blés, gagne sa vie comme soudeur ou livreur de journaux, terrorisé à l'idée d'être convoqué au STO, ce service du travail obligatoire qui permet aux Allemands de recruter en France les bras dont ils ont besoin dans les usines du Reich. Comme d'autres, Audiard a longtemps gardé le silence sur cette période sombre, déterrée depuis par les historiens. En la résumant, l'histoire est banale. Au beau milieu de l'occupation, le journaliste Robert Courtine a détecté les talents d'auteur de Michel Audiard et il lui a ouvert les portes de son journal, L'Appel. Le problème est que L'Appel est un journal de collaborateurs et d'antisémites et que les nouvelles et les récits qu'Audiard y publie sont ceux d'un jeune homme de son temps, un temps où personne, hélas, ne craignait d'afficher les pires clichés contre les Juifs. Michel Audiard écrit des lignes atroces. Il n'y a pas l'ombre d'un doute à ce sujet. Est-il un collaborateur pour autant ? Pas un instant. L'Allemagne ne lui plaît guère, le Troisième Reich encore moins. En 1947, d'ailleurs, la section de l'indignité nationale de la Cour de justice de la Seine ne retiendra rien contre lui. Audiard a écrit dans la presse antisémite, mais il n'est ni Robert Courtine, qui fera 10 ans de prison, ni Drieux-La Rochelle, qui sera exécuté, ni Louis-Ferdinand Céline, qui passera des années en exil avant d'oser revenir en France. Michel Audiard est un jeune homme qui cherche à s'en sortir dans des temps aux contours bien flous, quand on trouvait aussi bien des antiracistes à Vichy que des antisémites dans la Résistance. De cette époque équivoque, Audiard en tire au moins une leçon. Il a le sens des mots, le don de l'écriture. À force de traîner dans les salles de rédaction, Michel Audiard saisit une occasion. Il entre à l'Étoile du Soir et sabote aussitôt sa chance en publiant une remarquable série d'articles sur l'Asie qui n'ont qu'un défaut. Tout est bidonné, à commencer par ces interviews parfaitement imaginaires de Chiang Kai-shek. On lui montre évidemment la porte et sans douceur. Certains ne se seraient jamais remis d'un pipotage de cette envergure. Audiard, lui, rebondit pourtant bien vite dans les colonnes de Cinévie et de Cinémonde comme critique de cinéma. C'est un premier miracle professionnel, le phénix Audiard en connaîtra bien d'autres. À force de courir les tournages, Michel Audiard rencontre un cinéaste encore débutant dans le métier, André Hunebelle, le futur réalisateur du Bossu et de Fantomas. Séduit par la répartie d'Audiard et par leur amour commun pour les romans noirs, le quinquagénaire propose à son cadet de lui écrire un scénario entier, dialogue compris. Le cahier des charges est précis. Hunebelle veut une histoire d'espionnage qui se passe à Tanger et dont le héros serait un journaliste. Ce sera Mission à Tanger, sorti en 1949. Audiard dira lui-même plus tard que son scénario était, je cite, « con comme la lune », et disons qu'il ne brille pas en effet par son originalité. Aucune grande star n'est à l'affiche, mais les dialogues d'Audiard font mouche avec quelques répliques fameuses, dont le grand qu'un des protagonistes adresse à un général espagnol interprété par un Louis de Funès encore inconnu. À l'aube des années 1950, le milieu du cinéma est encore un petit monde et le talent de Michel Audiard pour les dialogues ciselés, ironiques et pleins de dérision est vite recherché. Michel Audiard est lancé et on ne l'arrête plus, surtout quand il met sa plume au service d'un des plus grands monstres sacrés du cinéma, Jean Gabin, qu'il rencontre en 1955 sur le tournage de Gasoil de Gilles Grangier. Seulement, Gabin reste Gabin, et avant d'écrire pour lui, Audiard doit d'abord passer une sorte de test, une page de dialogue qu'il doit soumettre au Pacha pour avoir son aval. Le verdict tombe lorsque Gabin confie à Grangier « C'est un cadeau, ton mec ». Entre Audiard et Gabin, le courant passe vite. Le premier, c'est qu'il tient là un acteur comme on n'en croise pas tous les jours, un instrument idéal pour faire vibrer ses mots. Le second se reconnaît dans le parler d'Audiard, dans son personnage aussi, avec son amour des choses simples, la bonne bouffe, le bon vin, les courses cyclistes et les jolies femmes. Leur amitié connaîtra quelques orages, comme toutes les amitiés, mais les deux hommes se retrouveront pour 17 autres films, dont quelques chefs-d'œuvre, Le Pacha, Le Cave se rebiffe ou Un singe en hiver. À la fin des années 50, cette association récurrente avec Gabin a porté ses fruits.
À bientôt 40 ans, Audiard fait déjà partie de ceux qui comptent dans le 7e art et sa silhouette est bien connue avec sa célèbre casquette et son éternelle cigarette au coin des lèvres. Du polar au grand classique des Trois Mousquetaires à Simenon qu'il adapte avec Jean Gabin en commissaire Maigret, ses dialogues séduisent la France entière quand celle-ci ne se gondole pas carrément devant ses films les plus comiques. Au tournant des années 60, ce talent pour l'humour grinçant attire l'attention d'un autre réalisateur, Georges Lautner. Le cinéaste s'intéresse au film noir sous l'angle parodique et Michel Audiard est à ses yeux l'oiseau rare, l'homme capable de donner du corps à ce genre très particulier du pastiche. Au milieu d'une vingtaine de films, un seul suffit à donner l'ampleur du succès que rencontrent alors les deux hommes. Les Tontons Flingueurs, sorti en 1963, le plus célèbre de cette série de longs métrages de légende où figurent aussi Les Barbouzes et Ne nous fâchons pas. Personne n'est venu là pour beurrer des sandwichs et le succès populaire, toujours intact aujourd'hui, est au rendez-vous. Tout y est, de la caméra ironique de Lautner aux formules d'Audiard, nonchalantes, savoureuses et amusées, bien servies par une tripotée de comédiens pinces sans rire qu'on ne présente plus, de Bernard Blier à Francis Blanche, en passant par Jean Lefebvre ou Lino Ventura, l'immortel Monsieur Fernand des Tontons. Patricia, mon petit, je voudrais pas te paraître vieux jeu ni encore moins grossier. L'homme de la pampa, parfois rude, reste toujours courtois, mais la vérité m'oblige à te le dire, ton Antoine commence à me les briser menu. La scène de la cuisine, quand la fine équipe de truands sort le vitriol, est devenue une légende à l'état pur, un moment de grâce dont on récite chaque réplique avec une gourmandise toujours intacte. Tiens, vous avez sorti le vitriol? Pourquoi vous dites ça? Pourtant l'air honnête. Sans être franchement malhonnête, au premier abord, comme ça, il a l'air assez curieux. Il date du Mexicain, du temps des grandes heures. Seulement on a dû arrêter la fabrication, il y a des clients qui devenaient aveugles. Audiard, en quelques films, devient un homme incontournable. Un homme dont le nom suffit à assurer le succès d'un film à lui tout seul ou presque, devant celui de réalisateur ou des acteurs. Même la critique suit comme un seul homme, ou presque. Les grands médias de l'époque, de François au Figaro en passant par l'ORTF, apprécient Audiard et le font savoir, même si le dialoguiste ne fait pas l'unanimité. Au cahier du cinéma, dans Combat ou dans le Nouvel Obs, il se fait même quelques solides ennemis comme Henri Chapier ou Jean-Louis Bory, qui le trouvent un peu trop franchouillard à son goût. Piqué, Audiard ne se prive pas de faire savoir ce qu'il pense de ces messieurs, pas toujours élégamment d'ailleurs. En 1968, pourtant, le troisième acte de la carrière de Michel Audiard va progressivement permettre à ses quelques ennemis de prendre leur revanche en brouillant quelque peu l'image du scénariste. En 6 ans, le dialoguiste réalise coup sur coup 9 films, un virage que le monde du cinéma comprend mal. Pourquoi se lancer dans la réalisation à 47 ans alors qu'il a déjà plus de 70 films derrière lui comme scénariste ou dialoguiste? Pas pour l'argent. En coiffant une nouvelle casquette, celle de metteur en scène, il divise ses revenus par 2. Pas pour la célébrité, elle lui est déjà acquise et depuis longtemps. Alors Audiard lui répondait par une boutade. J'ai vu tellement d'imbéciles devant des caméras que je me suis dit, pourquoi pas moi? Au début, le public suit. Avec 2 millions de spectateurs, Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages en 1968 est un succès populaire qui en annonce d'autres, en dépit de ce titre à rallonge qui fait frémir la production. Mais petit à petit, l'audience s'étiole, les échecs commerciaux s'enchaînent, et en 1974, Bon baiser à lundi ne passe même pas la barre des 400 000 spectateurs. Au-delà de la blessure intime, Audiard affronte alors la cruauté de la critique, du moins de ceux qui lui ont jamais pardonné son insolent succès. On peut débattre longtemps des raisons qui font que le Michel Audiard réalisateur ne réussit pas aussi bien que le Michel Audiard dialoguiste. Audiard le disait lui-même, il est autodidacte en matière de mise en scène, mais le désamour relatif de ses fidèles s'explique peut-être par le ton de ses films qui correspondent peu ou prou aux années de la présidence Pompidou. Petit à petit, l'humour d'Audiard vire à l'aigre, l'ironie légère tourne à la satire et à la critique sociale. Il y a quelque chose de plus vénéneux, de plus amer dans son cinéma, quelque chose qui déconcerte en tout cas les Français. Plus tard, Audiard le reconnaîtra, passer derrière la caméra n'était pas une très bonne idée. Ce qui est certain, c'est qu'Audiard est affaibli. Ses quelques détracteurs se lâchent. La longue liste de ses succès devient un élément à charge et mépriser Audiard devient une mode chez certains. Pas tous, loin de là, mais derrière Truffaut, que je citais au début de mon récit, d'autres distribuent leurs coups.
À son corps défendant, Michel Audiard devient l'archétype de la vieille polémique qui oppose cinéma commercial et cinéma d'auteur. Pour une partie des cinéastes de la nouvelle vague, à la notable exception de Jean-Luc Godard, Audiard incarne le cinéma facile, trop populaire, trop vulgaire, trop tout. Pour le dire en un mot, certains estiment qu'Audiard est trop populaire pour avoir du talent, et pire encore, qu'il a fait son temps. Mais Audiard paye aussi son personnage d'anarchiste conservateur et de dynamiteur, volontiers surjoué d'ailleurs. Dans un milieu aussi dur, on ne lui pardonne pas ses provocations régulières, son cynisme amusé et cette ironie souvent mordante pour le milieu du cinéma. Son fils, le réalisateur Jacques Audiard, le dira en 2005 dans Télérama. Son père considérait le cinéma comme un métier et la littérature comme un art. Toujours provocateur, Michel Audiard ne se prive d'ailleurs pas de répondre au mépris par le mépris quand il déclare dans une interview au Monde « Aujourd'hui, le cinéma me fait vivre et je n'ai plus envie d'y aller. Quelqu'un qui travaille toute la semaine chez Renault ne visite pas des usines le dimanche. J'aime mieux lire, écouter de la musique ou assister à un match de rugby. » Un véritable crime de lèse-majesté pour une partie du 7e art qui lui pardonne mal de ne pas le prendre au sérieux. En 1975, pourtant, un drame l'emporte sur tout le reste. Après 6 ans de pause, Michel Audiard est retourné à l'écriture. Alors qu'il travaille sur le scénario de L'Incorrigible de Philippe de Broca, il apprend la mort soudaine de son premier enfant, François, tué à 26 ans dans un accident de voiture. Pour Audiard, le choc est atroce. Lui qui affichait ouvertement une foi simple, la foi du charbonnier, disait-il, se fâche avec Dieu et se renferme de plus en plus, replié sur le cercle de ses proches. Audiard se rapproche aussi de Michel Serrault qui perd sa fille dans un drame identique 2 ans plus tard. De cette tragédie intime, il tire un roman largement autobiographique, La nuit, le jour et toutes les autres nuits, publié en 1978. Au fil des pages, on peut y lire cette phrase poignante « Je ne joue plus à rien depuis qu'une auto jaune a percuté une pile de pont sur l'autoroute du Sud et qu'un petit garçon est mort. » Michel Audiard ne joue plus, mais le cinéma l'appelle pourtant. Le travail lui sert d'échappatoire dans la seconde partie des années 70. Audiard, le phénix, renaît à nouveau. Mais sa misanthropie, sa mélancolie, déjà profonde, perce de plus en plus dans le choix de ses films et de ses scénarios. Audiard reste Audiard, bien sûr, et le dialoguiste continue de travailler sur des œuvres populaires et drôles comme Le Guignolo ou Tendre Poulet, avec Philippe Noiret et Annie Girardot. Mais film après film, projet après projet, Audiard se tourne vers des projets plus graves et parfois plus glaçants, comme Canicule de Yves Boisset, Garde à vue, qui lui vaut donc son premier et unique César, ou Mortelle randonnée, toujours de Claude Miller, avec Michel Serrault en détective privé, qui suit à la trace une jeune meurtrière, Isabelle Adjani, parce qu'il croit reconnaître en elle la fille qu'il n'a plus revue depuis que sa femme l'a quitté. Très sombre, le scénario du film détonne dans la filmographie d'Audiard, mais elle marque aussi un virage. Pour la première fois, Michel Audiard signe un scénario avec son 2e fils, Jacques. L'écriture s'épure et la gouaille y cède le pas à une élégance noire et amère. Audiard y gagne enfin la réputation qu'une partie de la critique lui refusait depuis longtemps, malgré 30 ans de dialogue d'orfèvre, comme s'il fallait absolument abandonner la satire en France pour être enfin reconnu comme le seigneur des lettres qu'il était. En 1985, le phénix du cinéma français s'éteint, cette fois pour la dernière fois, tué à l'âge de 65 ans par le cancer du poumon qui le ronge depuis des mois. Pas de miracle cette fois-ci, pas de réplique assassine et pas de comeback, mais un dernier choix, fidèle à ce pari populaire qu'il aimait tant, une tombe à Montrouge, au cœur du quartier de son enfance. Que reste-t-il d'Audiard aujourd'hui ? À peu près tout. Comme scénariste, comme auteur, comme réalisateur et comme dialoguiste, Michel Audiard a résisté à toutes les modes et à toutes les attaques, et Dieu sait qu'elles ont été nombreuses en 40 ans de carrière. Et que cela plaise ou non à ses détracteurs, il a résisté à la pire des lessiveuses, celle du temps qui passe. Personne ou pas grand monde ne serait en mesure de citer spontanément un dialogue de François Truffaut, Truffaut qui méprisait tant l'écriture d'Audiard. Mais tout le monde se souvient des répliques d'un gamin de prolo de l'entre-deux-guerres, sorti de nulle part et ressuscité 10 fois. Pas loin de 40 ans plus tard, Audiard est toujours là, et bien là dans la mémoire collective. Il est à table avec nous dès qu'on sort une liqueur du placard et que quelqu'un lance « Ah tiens, vous avez sorti le vitriol ?» avant que le suivant n'ajoute qu'il connaît une polonaise qui en prenait au petit déjeuner ou qu'il n'y avait pas seulement que de la pomme. Il est accoudé aux zincs quand quelqu'un glisse « Qu'un con, ça ose tout » et que c'est même à ça qu'on le reconnaît.
Il est assis sur le siège passager quand on s'apprête à sortir de la voiture pour engueuler le monsieur de devant avant de se rappeler que quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche, lâchait l'acteur Maurice Biraud dans un taxi pour Tobrouk. Audiard a beaucoup marché, mais il était tout sauf une brute. Derrière la verve inépuisable, derrière l'insolence railleuse et l'apparente facilité de ses dialogues, il y a un authentique talent doublé d'un profond amour des mots et de la littérature française. La meilleure preuve qu'on ne fait pas du Audiard comme ça, c'est que tous ceux qui ont essayé de l'imiter s'y sont cassés les dents, comme d'autres se sont ratés en beauté en croyant qu'il était facile d'être Céline, Brassens ou San Antonio, avant de découvrir qu'il n'y a rien de plus compliqué que d'être simple comme Audiard. Europe 1, historiquement vôtre. Thibaut Brutin, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Rien de plus compliqué qu'être simple comme Audiard, je le disais. Et pourtant, malgré son talent, Audiard a été méprisé par les réalisateurs de la Nouvelle Vague et par une partie de la critique. Aujourd'hui, rien n'a changé. Est-ce qu'on continue à mépriser de la même façon le cinéma populaire ? Disons qu'on assiste depuis de nombreuses décennies à un divorce entre la critique et le public sur un certain nombre de films. Il y a eu des tentatives comme un éphémère César du public qui a été remis vers 2018 pendant quelques années. Mais je crois que la vraie récompense des artisans du cinéma populaire, ça reste les entrées, la venue du public. Et on n'a pas encore trouvé de système aujourd'hui qui permette de récompenser véritablement, d'un point de vue critique, le travail qui est effectué par ceux qui nous font rire, par ceux qui nous font rêver et parfois pour des films qui sont vus par des millions de spectateurs. Comment Michel Audiard réussissait-il à toucher le public ? Qu'est-ce qui enthousiasmait dans les scénarios, dans les dialogues, dans les personnages d'Audiard ? Je crois que Michel Audiard, dans son travail de scénariste, a réussi à créer des personnages qui sont au fond typiquement français. C'est-à-dire qu'ils ont à la fois plein de bon sens, une forme de simplicité, mais aussi une emphase, une forme de panache qui est un peu en contraste. Michel Audiard, il peut employer le mot bourre-pif ou avoir des adjectifs comme l'adjectif ancillaire, le verbe chinoiser. Donc il y a une sorte de richesse du vocabulaire, une apparente simplicité qui séduit parce qu'il arrive à emporter les rieurs de son côté et montrer parfois tout le ridicule qui enrobe un discours. Quel rapport lui-même entretenait avec la critique ? Il avait envie de se faire aimer ou ça lui était égal tout ce qu'on écrivait sur lui ? Il semblerait que Michel Audiard regardait avec intérêt tout de même la critique. Lui-même avait été critique de cinéma à la fin des années 40 et une réédition a été faite de ses textes. Donc c'est intéressant de voir quel regard il porte sur le 7e art. Il est intéressé par le dialogue, il est intéressé par la mise en scène. Et c'est vrai qu'il y a un conflit générationnel qui va l'opposer à un certain nombre de critiques à la fin des années 50 et au début des années 60, puisque Michel Audiard, c'est le dialoguiste roi en quelque sorte, alors qu'un certain nombre de ses détracteurs vont, eux, prôner le metteur en scène scénariste, ce qu'on appelle l'auteur. Et là-dessus, il va y avoir une conflictualité qui va s'exprimer à la fois du point de vue de la critique, mais aussi de la part de Michel Audiard, qui est un provocateur né, qui est quelqu'un aussi qui fait montre très souvent d'une forme d'autocritique, de mépris de soi. Vous disiez « vous ne m'aimez pas, je ne vous aime pas non plus ». Eh ben, je crois que Michel Audiard, c'est aussi quelqu'un qui dit « vous ne m'aimez pas et je ne m'aime pas non plus » parfois. Et au fur et à mesure des années qui passent, on voit une forme, alors peut-être pas de dégoût de soi, mais de mépris grandissant pour le cinéma, pour des films qu'il peut avoir bâclés et qui ont un grand succès. Et je crois que c'est quelque chose qui va l'entraîner de plus en plus vers la littérature au fur et à mesure que les années passent. Thibaut Brutin, Michel Audiard, c'est un parcours singulier. Rien ne le prédestinait à mener la carrière qu'on lui connaît. Le cinéma, finalement, c'est presque arrivé par hasard dans sa vie. Oui, il fait partie d'une génération qui est la génération des jeunes gens qui, durant la Seconde Guerre mondiale, ont été privés de cinéma américain, puisque je rappelle que durant l'occupation, les cinémas ne diffusaient plus les films hollywoodiens. Et donc ils ont vu toute une série de films arriver en 1946, 1947, 1948, et ça a créé une formidable cinéphilie dont Michel Audiard est véritablement un enfant. Il a bien sûr aimé le cinéma des années 30 français, ce cinéma fait de second rôle, un cinéma qui est très croustillant, savoureux, mais il a aussi profondément, je crois,
l'amour d'une cinéphilie qui inclut Citizen Kane, qui passe aussi par toute une série de westerns, de films burlesques, et tout ça va le marquer. Et de sa cinéphilie va naître son travail critique, et de son travail critique, presque par accident, va naître son travail de scénariste. Je racontais dans mon récit ce moment où Jean Gabin, à la lecture des mots d'Audiard, dit de lui qu'il est un cadeau. En disant ça, le cadeau, c'est à Audiard qu'il en fait un. Cette rencontre marque un premier grand tournant dans la carrière de Michel Audiard. Et est-ce qu'il doit beaucoup à Gabin ? Disons que oui, absolument. Avec Jean Gabin, Michel Audiard accède à des films qui sont des films avec des plus gros budgets. Jean Gabin est une vedette qui elle-même est sur le retour, puisque Jean Gabin a connu une éclipse dans l'affection du public, du moins à la fin des années 40, au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Donc Michel Audiard va accompagner ce retour en très grande forme de Jean Gabin, et il va aussi sortir Jean Gabin d'une forme de personnage dans lequel il avait pu s'enfermer, qui était un personnage parfois sombre, victime des femmes, etc. Avec le travail de Michel Audiard, va naître un Gabin plus protéiforme. C'est quelque chose, je pense, qui est important de rappeler aux auditeurs. C'est-à-dire que Les Grandes Familles, par exemple, va être un film qui va montrer Gabin en capitaine d'industrie, dans Le Président, on va le voir en homme politique. Donc il va diversifier le répertoire de Gabin. Gabin va lui faire une confiance forte, qui va être un peu rompue à un moment, mais ils vont renouer pour des films assez intéressants, comme Le Pacha, Sous le signe du taureau. Et je crois qu'ils étaient profondément unis par un amour de la langue, par un amour de Louis-Ferdinand Céline, puisqu'il a eu un projet, Michel Audiard, d'adaptation avec Jean Gabin. Donc c'est quelque chose qui va être un ciment pour leur amitié, et qui est une amitié qui est fondée sur l'amour du mot, sur la musique des phrases. Mais justement, donc on peut dire aussi que Gabin lui doit beaucoup. Je vous propose d'écouter Jean Gabin. Écoute, ma bonne Suzanne, t'es une épouse modèle. Oh. Mais si t'as que des qualités, et physiquement t'es restée comme je pouvais l'espérer, c'est le bonheur rangé dans une armoire. Et tu vois, même si c'était à refaire, eh ben je crois que je t'épouserais de nouveau. Mais tu m'emmerdes. Albert. Tu m'emmerdes gentiment, affectueusement, avec amour, mais tu m'emmerdes. Jean Gabin, donc grandiose, dans Un singe en hiver. Michel Audiard avait le sens de la formule, des mots. Il a été avant tout un grand dialoguiste. Il disait d'ailleurs que ce métier ne s'apprenait pas. C'était quoi sa méthode de travail, Thibaut Brutin ? Disons que le travail de Michel Audiard est fondé essentiellement sur l'identification d'un sujet qui lui plaît, ou qui plaît au réalisateur, qui plaît aussi à une vedette. Et Michel Audiard va ciseler les dialogues sur la base d'un scénario déjà établi. Michel Audiard, c'est une sorte d'orfèvre du dialogue qui vient mettre les dorures une fois qu'une grande partie du travail a été fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas impliqué dans les étapes antérieures, dans l'adaptation, dans le choix des comédiens, mais disons que la partie fondamentale de son travail, c'est l'écriture de répliques extrêmement cinglantes, très fortes, proches de l'aphorisme. Il y a quelque chose proche du moraliste, presque, dans le sens où La Fontaine pouvait l'être chez Audiard. Et ce travail-là n'est possible que parce qu'il arrive en toute fin du travail scénaristique, et ça lui permet d'être le grand dialoguiste que l'on connaît. Comment Audiard s'entourait-il professionnellement ? Il a écrit des scénarios avec Jean-Marie Poiré, qui sera le futur réalisateur du Père Noël est une ordure et des visiteurs, avec Jean Vautrin aussi. Leurs scénarios communs paraissent ces jours-ci chez Actes Sud, dans une édition que vous présentez. Est-ce que Audiard savait travailler à plusieurs ? Le travail collectif était fondamental pour Michel Audiard. Il a eu 3 collaborateurs qui ont eu une importance, je crois, décisive dans son parcours. Le premier, c'est Albert Simonin, qui est l'inventeur de l'argot tel qu'on le connaît dans les romans policiers. C'est l'auteur de Touchez pas au Grisby. Et Albert Simonin va travailler sur 13 films avec Michel Audiard entre 1956 et 1968. Le deuxième, c'est une figure beaucoup plus jeune, puisque c'est presque un adolescent quand il rencontre Michel Audiard, c'est Jean-Marie Poiré, qui va apporter une loufoquerie, un humour, une vitalité à des films de la fin des années 60 et du début des années 70. Et enfin, effectivement, Jean Herman, qui est plus connu sous le nom de plume de Jean Vautrin, qui recevra le prix Goncourt en 1989, et qui est un adaptateur extrêmement rigoureux, qui va emmener Audiard vers des films aussi plus travaillés. Alors la méthode, à chaque fois, elle est simple. Les témoignages concordent. Michel Audiard habite à Dourdan une partie de la semaine. Il réunit son collaborateur ou ses collaborateurs, quand ils sont plusieurs, dans un pavillon.
Il commence par papoter au début de la journée, avant de se mettre à un travail collectif d'écriture où il y a un seul collaborateur qui tient la plume. Et une fois que la scène est dessinée, esquissée sur le papier, il y a ce qu'on appelle dans les scénarios la colonne de gauche, qui est celle qui indique qui parle, l'action qui est entreprise, et la colonne de droite qui est celle du dialogue. Eh bien, le dialoguiste part avec sa feuille et compose la feuille de droite et la rapporte le jour suivant à son collaborateur, l'adaptateur. Donc c'est un travail d'artisanat. Beaucoup de collaborateurs d'Audiard ont insisté sur le fait qu'ils pratiquaient une forme de cinéma comme on n'en fait plus aujourd'hui, avec des poules d'auteurs qui se tiennent à l'écart, alors à Dourdan, dans des hôtels, etc., pour ciseler un scénario, affiner une écriture et proposer, dans un temps qui pouvait aller de 4 semaines à 8 semaines, un véritable scénario qui soit proposé aux producteurs. Il y a une figure que l'on croise souvent dans les scénarios d'Audiard, c'est celle de l'escroc gentleman, un peu l'homme plein de panache. À votre avis, il y a une dimension autobiographique dans ces personnages ? Il est évident que Michel Audiard a une forme d'aisance quand il s'agit d'écrire ces figures-là. C'est d'ailleurs la rencontre qu'il fait avec Albert Simonin, elle se fait sur un film qui s'appelle Courte Tête, que vraiment j'invite les auditeurs à voir, qui est un film extrêmement plaisant sur les escrocs des champs de course. Et que ce soit avec le gentleman d'Epsom plus tard, Quand passent les faisans, Comment réussir quand on est con et pleurnichard ou L'incorrigible, on voit des personnages dont la spécialité c'est de vendre un parking dans les Andes, une mine qui n'existe pas, etc. Il y a une dimension à la fois, je dirais, autobiographique, puisque Michel Audiard est quelqu'un qui lui-même va faire l'objet, c'est ce que j'ai pu découvrir en faisant des recherches, il a pu être condamné pour ne pas avoir rendu des scénarios qu'il avait promis. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas d'une fiabilité extrême. Les gens qui l'ont connu, qui l'ont côtoyé, s'amusaient du côté un peu pièce de boulevard de la vie de Michel Audiard, puisqu'il quittait un scénario pour rentrer aussi vite dans un autre, il faisait attendre les producteurs, il courtisait les vedettes. Enfin, il y avait tout un système pour essayer de satisfaire l'ensemble de l'environnement de Michel Audiard. Donc voilà, il y a une dimension assez proche, mais aussi, je dirais, métaphoriquement, l'escroc, c'est quand même celui qui vend de la parole. Et au fond, qu'est-ce que le travail d'un dialoguiste? C'est précisément de faire le commerce des mots. Et là-dessus, Michel Audiard nous a fait imaginer la mosquée bleue, comme dit un des personnages de L'Incorrigible. Thibaut Brutin, Michel Audiard a environ 130 films à son actif, dont 9 comme réalisateur. Dans votre ouvrage, Michel Audiard, réalisateur, vous êtes d'ailleurs intéressé à cette période entre 1968 et 1974, durant laquelle il est passé derrière la caméra. Qu'est-ce qui l'y a conduit et qu'est-ce qui a nourri chez lui cette volonté ? Une chose est certaine, c'est qu'il ne faut pas prendre Michel Audiard au pied de la lettre. Lui-même le dit d'ailleurs qu'il n'est pas un narrateur très fiable, et je crois que c'est une belle ambition pour un biographe de ne pas s'attacher à croire trop ce que dit la personnalité en question. Alors lui, Michel Audiard a mis en avant le fait qu'il serait mieux payé, que c'était un métier de fainéant, que un assistant réalisateur était payé pour aller chercher des cigarettes. Moi, je crois personnellement, en lisant les interviews qu'il a données, en voyant aussi les films, qu'il y a eu chez lui, à un moment où il avait atteint une place considérable dans le cinéma français, la volonté d'essayer ce que lui pourrait donner comme réalisateur. Ça serait une première raison. La deuxième, ce serait aussi que les conditions techniques ont profondément évolué à la fin des années 60. Il est très marqué, Michel Audiard, par le visionnage des films des Beatles qui sont réalisés par l'Américain Richard Lester, qui montrent une sorte de vitalité qui lui plaît. Et ça va le séduire énormément. Et enfin, peut-être troisième raison, c'est le désir de changer, de sortir de son métier de dialoguiste, puisqu'il y a peut-être une forme d'usure de ce point de vue. Et il dit lui-même, j'ai voulu quitter le statut de dialoguiste, de vieux dialoguiste des années 60 pour devenir un jeune réalisateur des années 70. Donc évidemment, il y a de la boutade là-dedans, mais il y a une forme de sincérité, pour une fois, de la part de Michel Audiard. Des dizaines de scénarios donc, une dizaine de réalisations. Comment le cinéma de Michel Audiard évolue-t-il au fil des décennies, au fil de sa vie et de ses déconvenues aussi, ou de ses tragédies, ou de ses épreuves ? Il y a différentes
période que vous avez, je crois, très bien résumé dans le récit de la vie de Michel Audiard. Ce qui est intéressant, je crois, de regarder en détail, parce que c'est des films qui sont visibles et tout à fait réussis, c'est de voir effectivement cette jonction qui s'opère autour de 1974-1975, où Michel Audiard renonce à la mise en scène, perd son fils, et on va voir en lui s'opérer une transition. Il continue à travailler pour des grands comédiens populaires comme Jean-Paul Belmondo, mais il va aussi découvrir une sorte de noirceur face au public qui va désarçonner, qui va parfois plaire. Mais c'est un Michel Audiard plus sombre, anthracite, disent certains, qui naît à ce moment-là. Et ça donne des films aussi étonnants que L'Entourloupe, qui est un film extrêmement grinçant, ou Pile ou Face avec Philippe Noiret et Michel Serrault. Le récit policier devient pour Michel Audiard, ou le roman noir, un vecteur pour dire des choses qui sont peut-être plus personnelles, plus désabusées. Et ça n'empêche pas un amour du verbe, mais ça amène en tout cas le spectateur, et aussi la critique d'ailleurs, à changer un peu le regard qu'on porte sur Michel Audiard. C'est plus du tout l'amuseur de « Ne nous fâchons pas », c'est-à-dire que ce ne sont plus du tout les mêmes films, mais aussi la personne, Michel Audiard, a profondément évolué. C'est quelque chose qui est le fruit d'une vie avec toutes ses meurtrissures. C'est aussi le fruit d'un changement de statut. Je crois que le César qui est accordé à garde à vue, la découverte aussi du fait qu'il est malade, va amener Michel Audiard à choisir un nouveau mode de travail. Il appelle ça une cuillerée pour le public, une cuillerée pour moi. Et vous avez d'un côté des films avec Jean-Paul Belmondo comme Le Marginal, comme Les Morphalous, mais aussi des films plus personnels comme Canicule ou également Mortelle Rançonnée que vous avez mentionné. Est-ce qu'aujourd'hui Michel Audiard a des héritiers dans le cinéma ? Il y a des réalisateurs, j'imagine, qui se réclament de lui aujourd'hui. Je crois que la grande force de Michel Audiard, c'est que comme il a pu être souligné à de nombreuses reprises, on le cite sans même le savoir, mais il faut se méfier, je crois aussi, de ceux qui se réclament de son héritage, peut-être de façon trop visible. Je pense qu'il y a deux metteurs en scène qui peuvent s'inscrire dans une forme de filiation, parce qu'ils maîtrisent la langue française avec beaucoup de talent, et entretiennent aussi une distance, une ironie que je crois Michel Audiard n'aurait pas renié. Je pense à Alexandre Astier ou à Samuel Benchetrit. Ce sont des metteurs en scène, des réalisateurs qui continuent un fil qui n'est pas, je crois, dominant dans la comédie française ou dans le cinéma français, mais qui est toujours là et qui rassure, je dirais, sur la vitalité de notre langue. Et pour terminer, Thibaut Brutin, on se rappelle tous des cultissimes Tonton Flingueur, mais si l'on veut redécouvrir Michel Audiard autrement, quel film vous nous conseillez ? Vous en avez cité déjà quelques-uns au cours de notre dialogue. Les films des années 70, vous l'aurez compris, je pense, sont de mon point de vue, des films qui sont particulièrement intéressants. Je pense notamment au film de Philippe de Broca, qui est un metteur en scène peut-être un peu trop méconnu aujourd'hui, qui a tenté et réussi des films tout à fait mélancoliques, un peu doux, amers, comme notamment Le Cavaleur, qui est un film remarquable. Et je crois qu'un autre film que l'on pourrait indiquer, c'est L'Entourloupe, qui est un film très grinçant sur des escrocs qui opèrent dans le Marais Poitevin en vendant des encyclopédies médicales. Très bien. Merci beaucoup Thibaut Brutin de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de Michel Audiard, le phénix du cinéma français. Je rappelle que vous avez établi 2 éditions de ces scénarios, dont le dernier tome vient de paraître, une coédition Institut Lumière et Actes Sud. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.